Voilà. Le micro est arrivé. Désolée pour ce petit problème technique. En tout cas, merci d'être tous ici présents pour la conférence inaugurale. Chers parlementaires et chers élus, chère Anne-Marie Drac, présidente de France Logistique, chers présidents, chers partenaires, mesdames et messieurs, chers tous. Aborder la nouvelle décennie du Salon international du transport et de la logistique en se fixant de nouveaux défis est très stimulant. C'est d'abord choisir d'être sous l'impulsion d'une nouvelle énergie, mais également accepter de se remettre en question pour finalement définir les fondements d'une nouvelle ambition. Vouloir que la coopération, la collaboration et la co-construction entre tous les acteurs présents sur le salon permettent l'accélération d'une transformation inéluctable du secteur. C'est pourquoi nous avons choisi le thème Métamorphose comme ligne directrice des 3 prochaines éditions du salon. Parce que le secteur du transport et de la logistique connaît cette grande mutation sans précédent dans l'ensemble de sa chaîne de valeur, devant faire face à des enjeux environnementaux, réglementaires, d'attractivité et digitaux. Et CITES s'est fixé pour mission de proposer des solutions et des échanges pour anticiper la construction du monde de demain. Plus durable, plus social, plus innovant et ainsi incarner la métamorphose. C'est donc en toute logique que le premier volet de cette trilogie s'intitule en 2024 « Les voies du changement ». Ainsi, nous avons repensé le salon comme un événement plus attractif, plus engageant et plus engagé, renforcé par la présence des grands acteurs du marché sur les scènes de conférences. Et je profite pour remercier toute l'équipe du SITL et de nos partenaires qui ont travaillé sans relâche pour vous. Il nous semblait également essentiel d'accompagner les acteurs dans la valorisation de la filière afin qu'elle soit encore plus attractive via un nouvel espace nommé le campus qui est juste à côté. Et vous croiserez de jeunes élèves provenant des lycées d'Île-de-France jusqu'aux alumni de Supélec, de Centrale, des arts et métiers et des mines. Cette voie du changement commence par l'événement en lui-même. Vous avez pu noter en arrivant que nous avons retiré la moquette dans les allées ou presque, nous permettant d'économiser 15 500 mètres carrés, soit 15 km d'allées d'un mètre, ou 5 tonnes de déchets, ce qui est beaucoup. Nous allons vers le zéro déchet grâce à l'éco-conception et à la gestion responsable des déchets. Nous nous engageons à atteindre le zéro net carbone au plus tard en 2040. Métamorphose. Alors quel bien grand mot, vous allez me dire. Oui, c'est un mot fort que le LITRE définit comme changement d'une forme en une autre. Entre les guerres, le Covid, l'inflation, le dérèglement climatique, les ruptures d'approvisionnement, nous n'avons pas ou peu la main sur tous les grands chamboulements du monde de prime abord, et on entendra Fabrice Bonifay nous dire qu'on peut faire des choses. Au début, nous subissons. Nous luttons, puis nous réagissons, et enfin nous anticipons, nous testons, nous apprenons, nous travaillons ensemble, nous nous inspirons et nous tirons des leçons des échecs. Pas si simple pour un Français, voire un Européen, qui a tendance à appuyer sur ce qui fait mal, plutôt que d'encourager. Et nous nous transformons. C'est là que la métamorphose surgit. Mais à quel prix ? Lorsqu'on lit dans la presse que le transporteur alsacien Dupuis est mis en liquidation alors qu'il avait changé sa flotte pour être plus propre. Lorsqu'un entrepôt n'arrive pas à ouvrir pour des problèmes de recours à répétition. Nous avons tous des exemples de cette nature qui peuvent faire douter. Mais nous avons aussi autour de nous des exemples fabuleux de métamorphoses que nous allons vous partager durant ces 3 jours. Nous avons voulu vous présenter des états des lieux, des solutions innovantes, jusqu'à des perspectives et des prospectives, les enjeux environnementaux et la nécessité de réduire notre empreinte carbone exigent que nous repensions fondamentalement nos modes de transport et de logistique. Nous sommes à un moment charnière où chaque décision que nous prenons peut contribuer de manière significative à la préservation de notre planète. Des exemples de changements drastiques sont de plus en plus fréquents, je vais vous en citer. Et en témoigne la nouvelle stratégie de vente de l'emblème national, la Chartreuse. D'ici 24-25, l'ensemble des bouteilles à destination du marché new-yorkais va passer et sera acheminé par bateau à voile. Vous découvrirez des conférences en ce sens durant ces 3 jours.
Le virage digital, nouveau virage important à noter, est une autre réalité incontournable qui redéfinit la façon dont nous opérons. De la gestion des stocks jusqu'à l'optimisation des flux de marchandises, la technologie joue un rôle prépondérant dans notre capacité à être plus efficace et plus compétitif. Il est impératif que nous embrassions les avancées technologiques tout en restant conscients des enjeux liés à la cybersécurité ou à la protection des données. Mais pas que. La révolution numérique est en train de transformer nos métiers en profondeur. Et ce sera encore plus vrai avec l'arrivée de l'IA. Et je vous invite à assister à une conférence qui sera présentée cet après-midi. En parallèle, la question de l'attractivité de notre secteur est cruciale. Il faut attirer et retenir les talents nécessaires à l'innovation et à la croissance. Investir dans la formation, promouvoir la diversité et offrir des perspectives de carrière attractives sont autant de leviers qui contribueront à faire de notre industrie un lieu dynamique et stimulant. L'inclusion, le handicap et évidemment la place des femmes qui seront mises à l'honneur avec la conférence Métamorphose avec elles, la voix, les voix, VOIX du changement. À noter également un programme de conférences riche sur le campus toujours. Enfin, les défis réglementaires qui jalonnent l'écosystème nécessitent une collaboration étroite avec les différentes autorités, que ce soit l'État, les collectivités, les territoires, et une adaptation constante aux nouvelles normes. La conformité réglementaire est un élément clé pour assurer la pérennité des opérations et contribuer à la sécurité et à la transparence de l'ensemble de la chaîne logistique. Saluons également tous les acteurs de la logistique et du transport qui seront au cœur de l'organisation des JOP et leur capacité à se mettre en ordre de marche. C'est à travers l'intelligence collective de notre filière que nous pourrons relever ces défis de manière efficace. La collaboration entre les entreprises, les start-up, les institutions, la société civile est la clé de notre réussite collective. Je vous invite à explorer les solutions business qui sont présentées avec les 530 exposants qui sont autour de vous et assister au prix de l'innovation et du Startup Contest demain à 16h15, puisqu'il y a pas mal d'innovations et je vous invite à y aller. Je vais finir. En conclusion, en espérant ne pas être trop longue, en conclusion, je souhaite que ce salon soit pour vous l'occasion d'échanger des idées novatrices, de créer des synergies fructueuses et de tracer la voie vers un avenir plus durable, plus connecté et plus prospère pour le transport et la logistique. Je vous souhaite un très bon salon et profitez de la happy hour et des cocktails, des liqueurs combiées à 18h tous les soirs. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session inaugurale du SITL 2024. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer ce moment un peu particulier. Nous allons avoir dans 4 mois les Jeux Olympiques qui ont été évoqués par Laurence. Il va y avoir avant les élections européennes qui pourraient avoir un impact à long terme, y compris sur l'ensemble des activités de transport et de logistique. Il faut regarder ça sérieusement. Il y a une conjoncture qui est marquée par un retour à la normale, mais avec encore beaucoup d'anormal et de variété d'un secteur à l'autre, une révolution numérique, une révolution écologique. J'attire votre attention sur la loi anti-Chine qui a été votée la semaine dernière et présente. Il y a une petite nouveauté, c'est que évidemment il y a des taxes, on sait très bien faire en France des taxes, des réglementations, des redevances, mais il y a aussi une mesure anti-publicité d'un genre nouveau et qui indique aussi que des choses évoluent avec des répercussions qu'on a beaucoup de mal à imaginer. Nous sommes clairement dans un temps de métamorphose, un temps de changement et nous allons en parler pendant cette séance inaugurale. En 3 temps. D'abord, un focus sur la transition écologique, ensuite un échange avec 3 grands acteurs de la logistique et ensuite un message important des pouvoirs publics. J'appelle tout de suite à me rejoindre sur scène Fabrice Bonifay. Alors Fabrice est directeur du développement durable et qualité, sécurité, environnement chez Bouygues. Il a d'autres casquettes.
Il est président aussi du C3D. Le C3D, c'est le Collège des directeurs du développement durable, qui regroupe les responsables du développement durable de plus de 300 entreprises. Et donc, il a une vision très transversale de ce qui se passe dans les entreprises sur les questions de la transition. Et puis, il est aussi administrateur du Shift Project, qui est le mouvement qu'a lancé il y a maintenant des années Jean-Marc Jancovici. On s'est croisés dans les cercles de réflexion de ce Shift. Et avec Fabrice, on va faire ce qu'on appelle du benchmarking. Le benchmarking, c'est pas regarder ce qui se passe chez son voisin, chez son concurrent, c'est regarder comment dans un autre secteur on traite des problématiques qu'on peut avoir dans le sien. Donc, Fabrice, merci d'être là. Je vais commencer par une première question. C'est d'abord, pour toi, la transition, elle ne va pas assez vite. La transition écologique, environnementale, énergétique. Oui, enfin, il faut regarder les chiffres d'une façon factuelle. Non, elle ne va pas assez vite parce que lorsqu'on regarde ce que nous disent les scientifiques du GIEC, les émissions à l'échelle mondiale continuent d'augmenter, de 1,5% environ par an. Et que si on était vraiment conscient de ce qu'il faudrait qu'on fasse pour éviter le pire dans quelques années, il faudrait qu'on baisse ces émissions en absolu de plus de 5% par an. Alors 5% par an, c'est un peu abstrait. Et pour le rendre plus concret, en fait, ça correspond aux émissions d'un pays comme le Japon. Voilà, donc il faudrait rayer de la carte les connus du Japon pendant 60 ans si on veut rester sous les 2 degrés. Voilà l'enjeu. Donc on a eu 2 fois dans l'histoire, comme le dit Jancovici, des baisses de 5%. C'est entre 1939 et 1944. Et pendant l'épisode Covid, il y a pile 4 ans aujourd'hui. Donc le but, ce n'est pas de faire mieux ce qu'on a toujours fait, d'être dans l'efficience ou dans l'efficacité, c'est vraiment de baisser en absolu. Donc en absolu, ça veut dire, quand on prend un secteur comme le vôtre, si vous êtes à 100, l'année prochaine, il faut être à 95, en maintenant, si possible, les mêmes flux. Mais si vous avez de la croissance, il faut compenser cette croissance en étant encore plus efficace. Donc si vous êtes à 3% de croissance, il faut faire pas moins 5, mais il faut faire moins 8% d'émissions. C'est ça que ça veut dire. Tout le reste, c'est des carabistouilles, c'est des fables, parce que d'un point de vue géophysique, la biocapacité planétaire aujourd'hui exige qu'on ait cette réduction si on veut maintenir le climat dans des conditions pas trop dégradées à l'échelle des années à venir. Moi, je n'emploie plus d'ailleurs dans mes articles l'expression « sauver la planète ». C'est pas ça qui est en jeu. C'est sauver l'humanité. C'est sauver les conditions de vie de l'humanité voilà. Sur Terre. Et donc, c'est bien ça qui est en jeu. Donc, maintenant, je vais te demander de prendre ta casquette Bouygues. Alors, on va dire Bouygues, c'est un secteur on n'est clairement pas dans le transport et dans la logistique. Le transport et la logistique sont tout à fait marginaux chez Bouygues, puisque c'est la fabrique d'infrastructures. Mais il y a de la décarbonation quand même. Et puis l'empreinte carbone du BTP dans l'économie, elle n'est pas très, très différente de l'empreinte du transport et de la logistique. Donc on a des enjeux en fait qui sont de même ampleur, même s'ils sont de nature différente. Donc comment tu fais chez toi ? Alors oui, tout à fait. Le secteur du BTP, en France, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un peu plus au niveau mondial, parce qu'en France, on a effectivement un mix énergétique qui est un peu favorable. Donc pour le groupe Bouygues, depuis quand même pas mal de temps maintenant, on doit aussi, comme vous, travailler sur des trajectoires de décarbonation crédibles. Et là-dessus, il y a beaucoup de leviers à activer en même temps. Alors, le premier levier, bien sûr, c'est l'empreinte matériaux. Donc, on utilise encore massivement du ciment pour le béton. Alors ça, c'est pas bon du tout. Et donc, il y a des matériaux alternatifs, heureusement. On commence à travailler avec nos amis cimentiers pour récupérer du ciment bas carbone, voire ultra bas carbone, avec de la capture. Mais ça va être très, très long et ça va coûter très cher. Donc, la solution qu'on va certainement continuer de pousser, c'est le recours à des matériaux bio et géosourcés, mais on n'aura pas assez pour tout le monde, parce qu'il y a ce qu'on appelle des conflits d'usage. Et ces conflits d'usage font que ça fait augmenter le prix de ces matières premières. Et donc la stratégie, c'est certainement de déporter l'activité traditionnelle d'un groupe comme Bouygues sur le neuf vers de la rénovation. Et ça tombe bien, on est dans des pays quand même, les pays à haut revenu, qui sont déjà très équipés au niveau des infrastructures. Et tout l'enjeu, ça va être de rénover ces infrastructures entre maintenant et 2050 pour les amener à des niveaux d'efficacité énergétique acceptables, c'est-à-dire avec des étiquetages A, B pour les logements, et puis bien sûr rénover tout le secteur tertiaire qui en a vraiment bien besoin. Donc passer d'une entreprise qui construit en neuf à une entreprise qui va rénover essentiellement. Mais ça ne va pas suffire non plus.
Donc l'objectif aussi, c'est la vraie métamorphose, si je reprends le mot que vous utilisez dans ce salon, ça va de mettre en place des nouveaux modèles économiques. Et donc que ce soit au C3D ou au Shift Project, on travaille sur ces nouveaux modèles économiques qui sont basés sur ce qu'on appelle la fonctionnalité, donc sur l'usage, et de proposer à nos clients demain de ne plus forcément nous acheter des bâtiments en étant propriétaires de la totalité des équipements qu'ils composent, mais de nous acheter l'usage de leurs bâtiments tout en restant, pour les équipementiers, pour ceux qui fournissent par exemple l'ascenseur, le système d'éclairage, la ventilation, eh bien on va demander à ces équipementiers de rester propriétaires de ces équipements pour pouvoir les maintenir et les entretenir sur une très longue durée. Alors l'avantage c'est quoi? L'avantage c'est qu'on va pouvoir doubler, tripler la durée de vie de ces équipements. Les équipementiers pourront les récupérer in fine pour pouvoir mieux les recycler et on va faire baisser l'empreinte carbone avec ce système-là. Donc ce qu'on appelle le matériau as a service. On va de toute manière, on le sait très bien, vers une économie de l'usage. La vraie liberté demain, ça ne sera pas forcément de tout posséder, mais de pouvoir utiliser en tant que de besoin tel ou tel objet, produit du quotidien, y compris des infrastructures. Et l'enjeu, ça va être d'intensifier l'usage. Alors ça, dans vos métiers, vous le savez, qu'un camion mieux rempli, c'est un camion qui sera forcément plus rentable. Ce que vous avez compris, vous, dans votre industrie, nous, on est en train de le comprendre dans l'industrie du BTP, parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'essentiel des infrastructures qu'on livre à nos clients aujourd'hui sont sous-utilisées, c'est-à-dire sur des temporalités qui sont extrêmement faibles. Un bâtiment public, c'est 15-20% du temps d'utilisation. Un bâtiment privé, c'est 25% du temps d'utilisation. Donc, avec le rachat d'Equance il y a quelques mois, le groupe Bouygues a choisi d'accompagner ses clients dans l'intensification des infrastructures. C'est-à-dire qu'on va dire à nos clients, écoutez, lorsque vous n'avez pas l'usage de tel ou tel espace dans vos bâtiments, on va proposer à des utilisateurs secondaires d'utiliser ces espaces quand vous n'en avez pas besoin. Donc, ce n'est pas très élégant, mais on va faire transpirer les assets de manière à ce qu'on puisse avoir des recettes d'exploitation additionnelles. Et sans doute que demain, il y aura moins d'infrastructures, il y aura moins de bâtiments, mais ces bâtiments seront plus utilisés. Donc, avec des meilleures rentabilités in fine. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour l'industrie, pour notre industrie. Et ça va avoir des effets, des co-bénéfices intéressants, parce que moins de bâtiments, certes, ce qu'on va perdre en construction, en rénovation, on va le gagner en exploitation, mais aussi, ça va nous permettre de résoudre un autre enjeu qui est connexe à celui du carbone, qui est l'enjeu de la biodiversité, parce qu'on a trop artificialisé les sols partout, notamment dans les pays à haut revenu, dans les pays du Nord. Il va falloir qu'on désartificialise très rapidement dans les 50 ou 60 ans qui viennent. Et pour ça, donc, on va avoir besoin de gagner de la place. Alors ça tombe bien, parce que ce soit au niveau des infrastructures routières, où il y aura moins de voitures, parce que l'électrification fait qu'on ne pourra pas remplacer le tout thermique par le tout électrique avec le même volumétrie de véhicules. Ce n'est pas possible, il n'y aura pas assez de métaux. Et donc là aussi, les véhicules vont être plus utilisés, notamment les véhicules individuels, dans des modes de location. Et ça tombe bien. Où ces véhicules vont-ils se recharger demain? Quand ils seront plus électriques, ils se rechargeront dans les bâtiments, dans les parkings des bâtiments. Et les parkings vont devenir des hubs, ce qu'on appelle des hubs d'électromobilité partagés, intégrés au bâti. Et leur capacité de stockage énergétique participeront donc à l'équilibre de la courbe de charge des bâtiments. Donc vous voyez que, et ça c'est que quelques exemples, les métiers vont fondamentalement changer. On va intégrer la mobilité. On va intégrer toute cette notion d'intensification d'usage qui va devenir même une source de revenus pour nos entreprises, des choses qu'on ne faisait pas aujourd'hui. Les bâtiments vont produire leur propre flux physique en devenant énergie positive. Ça, c'est Bouygues qui l'a inventé il y a une quinzaine d'années, en produisant plus d'électricité, par exemple, qu'ils n'en consomment sur un an, et tellement plus qu'ils vont pouvoir interagir avec les bâtiments connexes pour s'échanger des flux énergétiques avec notamment l'aide du numérique. Donc, oui, il y a des solutions pour produire le monde autrement, mais ce que je voudrais dire quand même, et je voudrais largement insister là-dessus, c'est que bien sûr on va avoir besoin de la technologie, bien sûr on va avoir besoin du numérique, mais il y a quand même quelque chose qu'il va falloir oser dire dans ce type d'instance, il va falloir aussi ralentir le non-essentiel. Car je ne crois pas une minute, et quand on regarde d'une façon objective les chiffres, et quand on reprend ça, ces 5% de baisse en absolu dont on a besoin pour sauver l'humanité, on va avoir besoin, oui, de ralentir. Il va falloir que collectivement, on prenne conscience que cette course, cette fuite en avant de dire oui, on peut faire plus en consommant toujours moins, il y a des limites physiques
qui sont indépassables. Et il va falloir qu'on se dise vraiment les choses. Non, on ne pourra pas continuer les mêmes niveaux d'augmentation et de rêve qu'on peut avoir dans nos activités et de croissance infinie dans un monde qui finit en ressources. C'est mathématiquement impossible. Et je pense que la responsabilité aujourd'hui, c'est de se dire les choses et de trouver en fait des plans de transition qui prennent en compte cette réalité physique du monde dans lequel on vit. Pour finir, Fabrice, je voudrais que tu nous donnes quelques exemples sur la logistique que tu as vue à travers le C3D. Parce que tu vois évidemment beaucoup d'entreprises qui ont des questions dans ces thématiques-là, logistique et transport. Qu'est-ce qui te paraît important dans ce domaine-là pour avancer à partir de ce que tu as vu d'exemples concrets? Alors, au C3D, il y a 350 entreprises. Toutes ces entreprises utilisent bien entendu des flux logistiques pour fonctionner, parce que sinon ça ne peut pas marcher. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire aujourd'hui? On sait bien qu'une grande partie des systèmes de transport, même si vous êtes plus efficient dans le domaine du bâtiment, c'est aussi beaucoup de camions qui roulent à vide. Donc tout ce qui est logistique inversée, je sais que vous travaillez là-dessus depuis des années, mais là il va falloir qu'on accentue largement. Et aussi revoir, et ça c'est une vraie révolution, tous les systèmes des emballages. Parce qu'en fait, on transporte beaucoup de choses qui finissent par devenir des déchets. Donc, à l'instar de ce qui se passe dans la grande distribution aujourd'hui, et aussi dans l'automobile, mais il va falloir le dupliquer dans toutes les industries, c'est essayer d'arriver à convaincre ceux qui utilisent les systèmes de transport de produire des systèmes d'emballage réutilisables, de manière à ce que ça puisse servir à plusieurs industries. Ça a été dit par la dame qui a fait l'introduction, plus de collaboration entre les différentes entreprises pour standardiser en fait toutes ces notions d'emballage. Alors vous allez me dire, il y a déjà les palettes qui sont standardisées depuis des années, mais il va falloir aller bien au-delà de ça si on veut arrêter de transporter des choses qui finissent dans les bacs de déchets. Parce que tenez-vous bien, nous dans le bâtiment, et on le voit bien avec les autres entreprises C3D, on produit 46 millions de tonnes de déchets par an. Je ne sais pas si vous voyez, 46 millions de tonnes. Et un tiers de ces millions de tonnes, c'est des emballages transportés par des camions. Ça ne peut plus durer, quoi. Ça ne peut plus durer. Donc il y a vraiment une intelligence collective à mettre en place pour réduire ça, parce que ça, c'est possible de le faire, à condition de changer un peu nos habitudes, en acceptant les standards des autres. Si on veut vraiment réduire ces volumes-là, ça, c'est à notre portée. C'est des choses qu'on peut faire rapidement. Il faut juste en avoir envie, comme disait Johnny. Voilà. Bien, eh bien, merci Fabrice pour ton témoignage, tes convictions et tes interpellations. Deuxième temps, échange donc avec 3 acteurs du secteur. Je les appelle à venir me rejoindre sur scène. Anne-Marie, vous aussi, venez me rejoindre. Je vous présenterai au fur et à mesure de vos interventions quels sont les grands changements du secteur, quelles sont les métamorphoses, quels sont les points d'alerte, les urgences, les progrès, les faiblesses. Voilà ce dont nous allons parler maintenant. Mettez-vous voilà, au centre, Anne-Marie. Merci Mathieu, Jean-Thomas. On va commencer par l'approche générale, dire d'abord, pour vous, il y a une métamorphose du moment pour chacun d'entre vous. Et je vais commencer donc avec Anne-Marie Indrak. Vous présidez donc France Logistique, comme ça a été rappelé dans l'introduction de Laurence. Et vous avez été auparavant des deux côtés de la barrière, hein, du côté politique en tant que ministre des Transports, et puis du côté acteur de la logistique et du transport en tant que présidente de la RATP, puis de la SNCF. Et vous voulez commencer par un point d'alerte en nous disant il faut se métamorphoser, il faut changer vite, parce que sinon, on va avoir en France un vrai problème. Oui, ce sont des métiers, le transport de marchandises et la logistique, les mobilités des marchandises, comme on dit, qui sont en permanente métamorphose parce que ce sont des métiers qui suivent
les métamorphoses de l'économie et de la société. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines accélérations. Donc, Fabrice Bonifay en a cité quelques-unes, et en particulier la nécessité d'aller de plus en plus profond dans la transition écologique, énergétique et écologique, On va y revenir. en utilisant toutes sortes d'outils qui vont du numérique au plus humain, puisque ce sont des métiers dans lesquels il faut beaucoup d'intervention de la main-d'œuvre également. Mais donc avertissement sur la compétitivité. Alors oui, mon premier point, c'est la compétitivité. Bon. Ça fait d'ailleurs partie des 2 piliers de la stratégie nationale logistique qui avait été arrêtée par le gouvernement fin 2002, qui est toujours valable et que nous avions largement inspiré dans le dialogue privé-public qui régit ces choses. Et je voudrais saluer particulièrement la présence du directeur général Rodolphe Gins. Il y a donc compétitivité et décarbonation. Compétitivité. Il est certain que pour l'économie française, quand les entrepôts sont en Espagne ou sur le port d'Anvers, on ne peut pas dire que ça soit bon en termes de compétitivité, ni d'ailleurs en termes écologiques. Quand, le patron d'Epner, mon ami Schmitt en parlera tout à l'heure, quand on compare les taxes qui pèsent sur nos entreprises, en particulier les entreprises de transport, mais de manière plus générale, entre celles de notre territoire français et celles de nos compétiteurs européens, c'est quand même pas bon pour l'économie française et au-delà même de notre filière. Et donc, sur la compétitivité, il y a beaucoup à trouver dans l'innovation, et le salon, il y a beaucoup à trouver dans l'économie portuaire, et en particulier sur les liens entre les ports et les hinterlands. Et il y a beaucoup à trouver sur ces liens qui ont d'ailleurs été évoqués à propos de Bouygues, entre toutes les industries et leurs prestataires de transport et de logistique. Merci. Je vais continuer avec vous, Mathieu Friedberg. Donc, vous êtes PDG de Seva Logistics, qui fait partie de CMA CGM, le premier logisticien français. C'est une entreprise ancienne et nouvelle. Elle a triplé de taille en 4 ans, avec notamment récemment le rachat de Bolloré Logistique, 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 125 000 salariés, présents dans plus de 200 pays. Et donc, vous avez, vous, une priorité. Votre changement, vous, d'abord, c'est gérer le changement interne. Oui, alors. Allô ? C'est bon, ça marche. Ouais, ça marche, ok. Oui, vous l'aurez compris que l'actualité est un peu dense. Donc, en effet, on passe beaucoup de temps, en effet, à intégrer, digérer, à donner un sens commun à un certain nombre d'acquisitions qu'on a opérées sur les 24 derniers mois entre Jeffco, Colis Privé, Ingram et maintenant Bolloré depuis quelques semaines. Donc, en effet, on a beaucoup de chantiers en cours sur ces intégrations-là, à la fois sur les hommes, sur l'offre, sur les couches un peu plus profondes que sont les systèmes. Donc ça nous occupe pas mal, mais ça ne nous empêche pas de travailler aussi sur d'autres enjeux. Et donc des enjeux culturels, quand vous dites les hommes, des enjeux d'un système d'information, parce que j'imagine qu'ils ne devaient pas être tous pareils, et puis aussi les clients, évidemment, travaillent majeur à faire. Jean-Thomas Schmitt, vous êtes PDG de Epner, c'est la 5e génération, c'est ça ? 4e. 4e génération, donc une entreprise, elle, très ancienne. Vous êtes parti du métier de mandataire, vous êtes maintenant créateur de solutions de logistique et de transport, donc belle ETI, un peu moins de 4000 salariés, autour du milliard d'euros de chiffre d'affaires, un peu moins, un peu plus, vu ce qui s'est passé ces dernières années. Et puis vous, votre chantier, votre mutation à vous, c'est l'internationalisation. Vous êtes passé assez rapidement d'une entreprise qui travaille dans 2 pays à une aire géographique beaucoup plus large. Et vous, votre première transformation, celle que vous gérez en ce moment, c'est celle-ci. Oui, absolument. Alors, parmi tant d'autres, mais je pense qu'on y reviendra sur la transition environnementale, sur la digitalisation, etc., sur l'expérience. Mais c'est vrai que quand j'ai repris les rênes de l'entreprise, l'une de mes convictions, c'était de dire, voilà, il faut qu'on se développe. Et quelle est la manière de se développer ? Soit on continue à élargir notre gamme de produits en France,
Moi, j'ai trouvé qu'on était trop dépendant de ce pays-là et qu'en plus de ça, ça aurait pas permis de mobiliser la bande passante sur les bons sujets, etc. J'ai préféré capitaliser sur nos forces et notre ADN, puisque nous, on a été créé en 1925 sur la base du trafic franco-allemand, qui reste encore aujourd'hui prépondérant dans notre activité internationale. Et donc, j'ai eu la conviction que si on voulait capitaliser sur nos forces, sur la culture de l'entreprise de manière efficiente, tout en se rendant un peu indépendant de la France, et pour être honnête, pour suivre un peu mes convictions personnelles, mes ambitions personnelles, mes rêves, etc., plutôt aller vers l'international que effectivement prolonger notre activité en France. Et aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, on est présent dans 10 pays, alors qu'en 2015, on était présent dans 2 pays uniquement. Et pas seulement en Europe. Et pas seulement en Europe, puisqu'on a aujourd'hui ouvert des bureaux au Sénégal et en Côte d'Ivoire. On dit souvent que dans les entreprises familiales, chaque génération essaie d'apporter un changement majeur à l'entreprise. Et vous, donc, c'est clairement l'internationalisation. Donc, vous avez chacun vos chantiers majeurs de changement, mais il y a aussi des chantiers qui s'imposent à tout le monde. Et le premier dont on va parler maintenant, c'est évidemment la transition écologique, environnementale. On va parler de décarbonation, mais pas seulement. Et en fait, quand vous parlez de ces changements-là, vous avez... Ça m'a frappé quand j'ai parlé avec vous pour préparer. Vous avez chacun votre terme, votre façon de définir le sujet. Et pour vous, Mathieu, c'est la soutenabilité. Oui, encore une fois, nous, en tant qu'entreprise de transport, de logistique, et faisant partie d'un groupe comme CMA-CGM, évidemment, on a une obligation à la fois en termes de soutenabilité de notre activité, donc la décarbonation de nos émissions, de ce que nous émettons, mais également... comme nous sommes également un acheteur, un vendeur de transport, on a une obligation vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos fournisseurs, pour essayer de promouvoir, on va dire, une supply chain qui sera plus soutenable que ce qu'elle est aujourd'hui. Avec, je pense aussi, un volant qui me tient moi à cœur, qui est quand même un volant d'évangélisation, parce que, voilà, ça a été dit auparavant, mais la supply chain dans 10 ans, 15 ans, elle coûtera massivement plus cher que ce qu'elle coûte aujourd'hui. Donc on se le dit pas, on se cache un peu derrière notre petit doigt. C'est des sujets qui reviennent, mais sans vraiment mettre des chiffres sur la table. Ce qui est clair, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher, que ce sera probablement pas soutenable uniquement par ceux qui aujourd'hui sont les transporteurs ou les logisticiens, et que donc c'est bien... un partage de cette charge qui va être l'enjeu pour l'ensemble des acteurs. Et je pense que c'est vraiment un enjeu majeur. Donc ça veut dire travailler avec vos clients pour leur expliquer que vous serez plus cher, peut-être aussi les aider dans leur démarche à eux. Oui. Je pense que nos clients, on ne leur apprend pas non plus leur métier. Donc ils ont eux-mêmes des réflexions en cours. Et je pense que le témoignage de Bouygues est éclairant. Mais voilà, je pense que nous-mêmes, on a notre part à jouer. Et en tout cas, la vérité sur les chiffres est importante. Parce que c'est celle-là qui permet à un moment ou à un autre d'entamer des discussions qui peuvent être vertueuses. Et il va falloir beaucoup de vertu pour y arriver. Et vous travaillez donc en aval avec vos clients, mais aussi en amont avec vos fournisseurs. Oui, alors par la force des choses, avec l'un de nos fournisseurs qui est aussi notre maison mère, puisque nous achetons beaucoup de transports maritimes. Mais voilà, c'est un fournisseur parmi d'autres, mais aussi nos fournisseurs de transport aérien, nos fournisseurs évidemment de transport routier, nos prestataires ou ceux à qui on loue un certain nombre d'entrepôts. Donc tout ça, ça crée un écosystème. Et avec l'ensemble de ces gens-là, on essaye de travailler pour voir émerger à la fois les voies technologiques et les accompagner du mieux qu'on peut, et puis surtout évangéliser nos clients aussi pour rendre tout ça par un partage du coût de cet ensemble-là, qui va être très, très important. Un petit mot sur le camion. Il y a quelques années, il y avait beaucoup d'excitation sur l'hydrogène. On a l'impression que ça a reculé. C'est maintenant l'électrique. Comment vous travaillez sur le sujet ? Moi, je ne suis pas un spécialiste de ce sujet-là. Ce que je pense, ce qui est d'ailleurs vrai pour le transport maritime, est également vrai pour le transport routier, je pense, c'est qu'on sera probablement dans quelques années dans un panaché, et qu'il n'y a pas une techno qui prendra le dessus sur le reste. On le voit bien dans le transport maritime, où on a commencé, en tout cas pour ce qui est du transport maritime conteneurisé, par une première étape qui nous a permis de réduire en partie
avec une énergie un peu moins intensive en carbone. Et puis on va petit à petit panacher notre mix. Et je pense qu'on verra probablement une évolution similaire dans le transport routier. Travail au long cours, donc. Jean-Thomas, vous, quand on parle de transition, vous avez parlé spontanément de la dernière étape, du dernier kilomètre. Oui, absolument, parce que c'est... bon, alors, nous, on est commissionnaire de transport, donc on est multimodaux. Hein. Quand on parle à un client et qu'on lui demande ses attentes en termes d'offres, nous, on est capable de proposer des solutions qui correspondent à la fois à ses attentes en termes de délai de livraison, en termes de prix, mais aussi en termes d'attente sur la transition environnementale. Voilà. Donc, on prend en compte l'ensemble de ces attentes pour constituer l'offre la plus pertinente possible. Et parfois, ça se fait au détriment du prix ou des délais pour privilégier la transition environnementale dans la position de notre offre. Donc nous, il ne faut jamais oublier que d'une part, on peut transvaser les flux sur le type de transport privilégié par le client, et d'autre part que quand on agit en tant que transporteur, en tant que groupeur, on est, j'allais dire, les transports en commun de la marchandise. Donc de facto, nous, on agit comme déjà un premier maillon essentiel de la réduction des émissions pour massifier les flux et pour éviter de la déperdition, du vide, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Et l'enjeu le plus essentiel pour nous, évidemment, il y a notre action quotidienne sur laquelle on travaille avec nos sous-traitants, mais c'est des contrats de plus long terme avec des entreprises souvent plus solides qui nous permettent d'adhérer assez vite à d'autres technologies plus positives pour l'environnement. Mais il faut bien avoir en tête que pour un groupe comme le nôtre, 97% des émissions de CO2 viennent de notre scope 3, c'est-à-dire de notre sous-traitance, et le dernier kilomètre en constitue une part absolument essentielle. Et aujourd'hui, nous, on a beaucoup investi en interne pour pouvoir transformer notre flotte à plus de 50% vers des technologies vertes. Alors on fait des essais en technologique, une fois électrique, une fois le gaz, une fois le biogaz, etc. Et on travaille avec notre sous-traitance qui par contre a plus de mal à changer parce que c'est de plus petits acteurs, moins solides, qui nous obligent à changer notre business model pour pouvoir leur proposer des contrats de plus long terme, des financements, des accompagnements sur les achats. Bref, c'est aussi une transformation de notre rapport à la sous-traitance qui est absolument essentielle si on veut pouvoir réaliser cette transformation. Et aujourd'hui, en 2023, 23% de nos envois en dernier kilomètre sont réalisés en moyen vert. Cette année, en 2024, on vise 30. Jusqu'ici, on a toujours fait mieux que nos objectifs. Donc on voit bien qu'il faut à la fois travailler avec les partenaires à plus long terme, vous l'avez chacun dit à votre manière, et puis recomposer aussi les relations avec les fournisseurs, les sous-traitants, parfois les réinventer. Ça rejoint tout à fait ce que disait Fabrice Bonifay auparavant. Anne-Marie, vous, votre vision de la transition, c'est 3M et ce n'est pas un fabricant de scotch ou de post-it. D'abord, je souscris absolument à ce qui a été dit, en particulier sur le coût qu'il va falloir partager, énorme, en dizaines de milliards, et également sur le mix ou le panachage énergétique. Alors 3M, oui, je n'ai pas de copyright, mais je vois que maintenant c'est une expression qui commence à être plusieurs fois employée. En réfléchissant avec nos adhérents et nos partenaires, il nous semble qu'il y a finalement 3 niveaux pour décarboner. Le premier, c'est le maillage, c'est-à-dire c'est la question des entrepôts. J'en parlais tout à l'heure à propos du port d'Anvers ou des entrepôts espagnols qui desservent le sud-ouest de la France. Bon. Les kilomètres qui ne sont pas faits, eh bien, c'est des kilomètres qui permettent d'économiser de l'énergie et l'ensemble des ressources. Alors, il y a un certain nombre de procédures d'urbanisme, de planification, etc., qui sont engagés de par des textes plus ou moins commodes à manipuler. Bon, honnêtement, c'est essentiel d'aller dans ce sens-là et qu'on comprenne dans les politiques publiques et aussi dans les politiques de nos clients qu'on ne peut pas dissocier l'aspect stock
eaux au pluriel, des aspects flux également au pluriel. Bon, donc cette question de maillage qui débouche sur des questions de planification sur lesquelles tout le monde tâtonne un peu, mais c'est normal. Bon. Ça avance relativement vite sur les sujets de logistique urbaine, parce que là on voit que d'un certain nombre d'élus se sont mis à trouver des espaces un petit peu moins loin pour la desserte de leurs ateliers, de leurs commerçants, hôtellerie, restauration, pharmacie, etc. etc. Bon. Le deuxième sujet, c'est la massification. Alors en fait, massification, bien entendu, on pense au rail, des centaines de kilomètres, des centaines de tonnes, et on est très fanat, de même que le fluvial. Bon. Mais massification, en réalité, ça va concerner surtout à l'échelle européenne comme à l'échelle française, encore genre 80%, ce qui concerne les camions. Bon. Donc massifier, ça veut dire les remplir au maximum. Les remplir au maximum, c'est la notion d'intensité qui a été employée tout à l'heure en introduction par Fabrice Bonifay. Bon. Et tout ça, c'est beaucoup des questions d'échange de données. Ils ne sont pas si faciles que ça à partager. Beaucoup en fait de nos clients n'aiment pas trop partager des tournées et donc partager les données qui vont avec. Bon. Et de même se pose la question, ça a été cité, les emballages, la reverse logistique et tous les problèmes des retours à vide sur lesquels il faut véritablement travailler à cette intensification, massification. Tout ça, c'est des partenariats, c'est des données, c'est de la confiance. Voilà. Et puis massification, c'est aussi massification dans les entrepôts, toujours pareil, même si ils sont en général bien remplis, parce que le métier même de logisticien, c'est d'optimiser les kilomètres, les mètres cubes, les mètres carrés. Bon. Et c'est là-dessus qu'il faut véritablement travailler, c'est la massification. Puis on arrive au troisième M, qui est un peu la partie émergée de l'iceberg en général, qui est les fameuses motorisations. Donc effectivement, il y a une espèce de mouvement soutenu par l'Union européenne qui va vers l'électrique avec mettons une dizaine d'années de décalage par rapport à ce qui s'est passé sur les voitures, aussi bien en termes de production de véhicules qu'en termes de normes, qu'en termes de bornes, voilà. Bon. Et avec une énergie intermédiaire ou de manière peut-être même définitive, effectivement, le gaz comme énergie de transition, différentes formes de biogaz, dans certains cas d'usage très particuliers, peut-être d'ici quelques années assez longues, l'hydrogène. Là, on est au début. Il y a la question du partage de la valeur. Donc, qui va payer tout ça? Il y a des questions de disponibilité des véhicules, surtout si on veut qu'ils soient autant que possible français, ou en tout cas européen. Il y a un programme européen, enfin un règlement européen absolument massif d'installation de bornes sur les grandes voies d'accès. Bon, voilà, tout ça, il va falloir le financer, il va falloir que de nombreux acteurs s'y mettent. Bon. On a, depuis à peu près 3 ans, travaillé collectivement, les logisticiens, les transporteurs, les producteurs de véhicules, les énergéticiens, etc., sur des feuilles de route qui sont devenues une stratégie nationale bas carbone, bon, pour identifier les différents leviers, en particulier sur les motorisations. On y va tranquillement, voilà, tranquillement, et au rythme qui conviendra aux capacités à la fois financières, bien entendu, puisque tout ça ne marche que si c'est aidé, comme ça a été le cas massivement pour les automobiles dans le passé. Si on trouve les bons modèles, qui payent quoi, en particulier pour toute la partie recharge, batterie, et puis si progressivement il y a un certain nombre d'évolutions technologiques, dont certaines concernent la route, où, par exemple, le CEVA développe un système de relais pour recharger les camions. Donc, peu importe. Donc, un système en pleine évolution, métamorphose, avec beaucoup d'enjeux, un certain nombre de difficultés, mais ce sont aussi des beaux défis dans lesquels on s'engage main dans la main avec les différents pouvoirs publics, l'industrie, l'énergie et bien sûr en chef de file les transports. Oui, on voit bien comment le mix, à travers vos 3 interventions, le mix va évoluer, mais
en souplesse et avec encore un certain nombre d'inconnus. Je voudrais qu'on parle maintenant rapidement de la deuxième métamorphose qui est celle du numérique. ChatGPT, c'est quelque chose d'important parce que ça met l'intelligence artificielle aux mains du plus grand nombre. Et c'est la même chose que ce qu'avait été le micro-ordinateur ou le téléphone portable pour l'ordinateur. Avant, l'ordinateur, c'était une immense pièce et puis maintenant, il tient dans une poche. Donc, il devient accessible à chacun. Internet, avant, c'était réservé aux scientifiques et puis les navigateurs ont rendu Internet accessible à chacun. L'intelligence artificielle, avant, c'était accessible uniquement à des experts qui maniaient d'énormes bases de données. Et avec des outils sur le modèle de ChatGPT, ça devient accessible à tout le monde. C'est pour ça qu'on en parle énormément en ce moment. Je voudrais que chacun, vous nous disiez, dans cette transition numérique qui est multiforme et qui peut changer absolument tous les endroits de l'entreprise, quel est pour vous un axe particulièrement important? On va commencer avec vous, Jean-Thomas. Nous, on a la conviction qui est assez simple à avoir, hein, mais qu'aujourd'hui, transporter une marchandise d'un point A à un point B, c'est devenu une commodité et qu'en réalité, on transporte plus une information qu'une marchandise. Et donc, la proximité attendue par nos clients, c'est plus du tout la même. C'est d'abord le client, le client, on ne sait plus très bien si c'est notre donneur d'ordre ou si c'est le client du client aujourd'hui, notamment. Le destinataire a pris de plus en plus de place dans le rapport qu'on a avec les différentes parties prenantes et ont des attentes très différentes. C'est aussi pour ça que d'ailleurs sur le dernier kilomètre, il y a une importance particulière à la fois sur les opérations qu'on y fait, sur les services qu'on y rend et sur la data qu'on récupère pour pouvoir discuter avec nos différents clients. Et de ce point de vue-là, on a été de plus en plus vers la digitalisation des process de remontée d'informations en créant un front office, un portail digitalisé qui permet à nos clients d'avoir l'ensemble des demandes, des différentes interrogations, des différents renseignements, informations qui collectaient auparavant soit directement dans leur ERP via les EDI, ça oui. C'est le modèle rêvé, mais quand ils n'avaient pas cette possibilité-là, eh bien, c'était beaucoup de renseignements manuels, des tableaux Excel, etc. Et là, ça permet non seulement aux clients de gagner énormément de temps, mais aussi de faire déplacer pour le groupe la proximité. C'est-à-dire qu'auparavant, notre proximité, c'était d'être très fort au téléphone et puis de pouvoir très vite renseigner nos clients. Aujourd'hui, nos clients ont d'autres attentes. Ça nous permet de répondre à des problématiques moins centrées sur la production, mais sur les services autour de leurs propres clients, etc. Donc, à la fois une remontée d'informations exhaustive en temps réel et transparente, complètement, avec des différentes demandes. Les irritants sont traités, etc., notamment sur le traitement des indemnisations qui se font aujourd'hui en ligne ou demain plutôt, puisque la release arrive. Mais voilà, tout ce type de service qui auparavant se faisait manuellement avec des trous noirs complets dans la remontée d'informations, aujourd'hui, on capitalise sur ces front office-là pour déplacer la relation client sur des services à plus forte valeur ajoutée, à la fois pour nous, mais aussi pour nos clients. Donc, réinvention de la relation client avec l'information et les questions que peuvent poser la circulation et le partage d'informations. Mathieu, même question pour vous, la transition numérique multiforme, un point particulièrement important pour vous. Alors j'en citerai 3 pour faire simple. Non, il y en a un qui est évident, mais qui était plutôt lié à notre actualité à nous, qui est juste la complexité débordante, on va dire, de nos systèmes aujourd'hui du fait des acquisitions. Donc voilà, on est un peu un millefeuille, et donc on a un vrai enjeu de simplification. Hein, donc cet enjeu de simplification, il est essentiel si on veut arriver à un moment ou à un autre à valoriser quand même quelque chose qu'on transporte de manière massive, mais qu'on n'exploite pas toujours de manière optimale, qui est la donnée. Hein. Donc on a un vrai enjeu qui est un enjeu de simplification. Je pense qu'on a un enjeu qui, pour notre industrie en général, qui est quand même une tendance lourde du monde, hein, qui fait que le B2B va de plus en plus exiger des expériences proches du B2C, hein, parce que les jeunes qui arrivent dans nos métiers, etc., eux, ils vivent dans un monde qui est marqué par la simplicité du B2C, hein, et que donc, voilà, ils ont à la fois des exigences vis-à-vis de nous, et je pense que c'est assez transformant. Et donc, en effet, les expériences de nos clients demain seront probablement très différentes de celles d'aujourd'hui, mais je pense qu'on est encore assez loin de la cible, hein, pour être tout à fait honnête. Et après, je pense que on n'est évidemment pas immune des transformations profondes du monde, dont l'accélération autour de l'intelligence artificielle, même si ça a commencé il y a bien longtemps.
Je pense que pour nous, elle recèle en tout cas un potentiel d'efficience qui est absolument massif. Massif et je pense insoupçonné, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas encore à quel point ça va être impactant. Ça va avoir des impacts sur notre productivité, ça va avoir des impacts sur notre capacité à produire de la valeur pour nos clients, ça va avoir des impacts sur le maillage. Enfin, moi, je veux dire, c'est vraiment massif. Et je pense que là encore, c'est que le début de l'histoire. Je ne pense pas que collectivement, en tant qu'industrie, on soit à la pointe de ces questions-là, mais clairement, il va falloir qu'on accélère et c'est un enjeu majeur. Anne-Marie, on a parlé donc de métamorphose, métamorphose numérique, métamorphose écologique, énergétique, les défis de l'internationalisation, de la constitution d'un groupe encore plus grand. Donc, c'est des défis qui sont internes à la profession. Et on sent aussi à travers les interventions qu'il y a aussi des défis de gestion interne, de recomposition, de robotisation, de formation aussi des équipes. On n'en a pas parlé. Moi, j'anime juste après une table ronde sur ce sujet. Donc, c'est délibéré, mais on a bien senti à travers vos interventions que c'était aussi un enjeu absolument majeur. Mais ça, c'est à l'intérieur de la profession. Et vous pensez qu'il faut aussi faire attention au-delà à l'opinion et à la notion d'acceptabilité? Oui, juste sur le numérique et l'IA, en plus de ce qui a été dit sur la relation client ou sur l'efficience, en fait, les métiers de la logistique, c'est des métiers de l'intelligence. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est optimiser les ressources, les kilomètres, les mètres carrés, l'énergie, les mètres cubes, etc. etc. Bon. Et donc, évidemment, tout ce qui est numérique, tout ce qui est IA, peut améliorer tout cela. Et je pense que c'est particulièrement important, ça va faire un lien avec votre question, sur l'un des sujets vraiment de métamorphose pour notre profession, qui est la métamorphose des métiers, l'acceptabilité, l'attractivité des métiers. Donc ce sont des métiers qui sont à la fois très manuels, certains très traditionnels, mais quand on pense par exemple à l'attractivité de la conduite, elle est de plus en plus liée au temps. Le temps étant lui-même régi, réglé, supervisé par toutes sortes d'outils numériques. De même, vous avez de plus en plus dans les entrepôts des robots dont les métiers importants consistent à assurer la maintenance prédictive, etc., etc. Et puis, on va le voir dans ce salon, comme on l'a vu dans le programme innovation défendu ensemble par les ministères, notamment le ministère de l'Industrie et par notre association, programme logistique 4.0, beaucoup d'outils qui rendent plus faciles les conditions de travail, plus aisées et les relations entre les différents acteurs de la chaîne, puisqu'on a bien compris que tout ça est efficient quand il y a beaucoup d'acteurs. Alors oui, je pense effectivement que l'attractivité est un des enjeux importants de notre profession, et un beau salon comme celui-ci, tourné vers l'avenir et vers les dynamiques de nos métiers, et tout simplement vers notre utilité, contribue, je pense, à cela, parce qu'on est sur un des paradoxes français, c'est que tout le monde a envie d'avoir des pièces détachées pour sa voiture rapidement. Certains, pas beaucoup, certains ont envie d'avoir des usines, et donc auront bien besoin d'entrants et de distributeurs pour les produits qui sortiront de ces futures usines. Je fais partie de ceux qui les espèrent. Et bien entendu, on a tous envie que notre pharmacie, nos magasins, etc., soient alimentés. On en parlait tout récemment avec le directeur général Rodolphe Gins, qui va s'exprimer dans un instant. On est sur un paradoxe. Et donc, c'est un peu bizarre. Il faut des crises pour qu'on se dise « Ah !» comme c'est embêtant, la supply chain de l'aéronautique, qui est un secteur qui marche bien, est perturbée par quoi? Par la logistique. Et la logistique, c'est des sujets très sérieux qui sont pris, par exemple, au plus haut niveau aux États-Unis, puisque Joe Biden lui-même a pris la tête d'un espèce de conseil stratégique de la logistique et des chaînes d'approvisionnement. Mais nous savons que c'est tous les jours qu'il y a des risques, des crises, que nous sommes là pour prévenir et pour accompagner. Et donc, je crois que le mouvement de réindustrialisation et le développement de la logistique urbaine sont positifs
pour faire partager cette utilité, même si au passage, c'est vrai que voilà, le camion n'est pas aussi sympathique que le bus, alors même qu'il remplit exactement les mêmes fonctions. Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bon. Et donc, bon, le bus des marchandises, il est moins aimé que le bus tout court. On préfère avoir plein de camionnettes qui sont évidemment moins performantes à la tonne transportée et qui encombrent davantage l'espace urbain. Bon, c'est comme ça fait partie de nos paradoxes. Oui, donc je pense que, et je voudrais en remercier Laurence Gaborio et toute l'organisation du salon, que vous contribuez aussi à cet enjeu important qui est de faire intégrer que quand on a besoin de quelque chose, eh bien, autant l'apprécier, on ne demande pas à être vraiment aimé, mais au moins à être reconnu pour notre profonde utilité quotidienne pour l'ensemble des habitants et des collectivités. Ce qui suppose aussi de le faire savoir. Avant de terminer, je voudrais qu'on revienne sur les JO, les Jeux Olympiques que j'ai évoqués en ouverture. Ça va être évidemment un grand événement sportif, mais aussi logistique. Il se trouve que c'est VA Logistique et le logisticien des JO. Donc, Mathieu, je voudrais que vous nous disiez un petit... Il y a une session qui va être consacrée aux JO un peu plus tard, donc pas que vous nous racontiez tout, mais juste l'ampleur du défi et puis peut-être un exemple très concret de défi logistique que ça vous a amené à relever que vous n'auriez pas eu en tête auparavant. Alors, en effet, c'est un défi. C'est un défi, c'est beaucoup de pression. Je ne vous cache pas que ça m'empêche un peu de dormir de temps en temps. On n'aimerait pas finir en première page parce qu'on a oublié de livrer le javelot au bon moment, au bon endroit. Donc, c'est en effet un défi parce que c'est comme tout événement sur un temps relativement court, avec une intensité pour le coup très très importante. C'est beaucoup de préparation, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, à la fois pour sécuriser un certain nombre de sites, pour commencer à... c'est évidemment beaucoup de personnes qu'il va falloir embaucher sur ce temps-là. Donc c'est à la fois une préparation en termes d'équipe, les hommes, l'informatique, les liens avec les sites, donc les sous-traitants. Enfin, c'est une organisation complexe, mais bon, c'est en même temps un très beau défi. Donc c'est... voilà. Bien, eh bien, on vous souhaite bonne chance pour ces JO. Merci Anne-Marie, merci Jean-Thomas, merci Mathieu. Troisième temps maintenant de cette session inaugurale, le message des pouvoirs publics, les messages. Et je demande donc à Rodolphe Gins de me rejoindre sur scène. Rodolphe, vous êtes DGITM, c'est-à-dire directeur général des infrastructures, transports et des mobilités. Bonjour. Mettez-vous là. Donc la DGITM met en œuvre les politiques nationales de transport terrestres, fluviaux, dans les perspectives de développement durable et évidemment de transition énergétique. Et donc, au-delà de ce rôle général, tout le monde ne connaît pas forcément la DGITM. Donc, en quelques mots, qu'est-ce qu'elle fait ? Que faites-vous ? Que faites-vous ? Que faisons-nous ? Merci Jean-Marc. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je tiens à excuser le ministre de la Logistique, Patrice Vergrit, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Ensuite, je suis très heureux de retrouver un salon que j'avais fréquenté dans une vie passée en tant qu'acteur de la logistique, toujours du côté des pouvoirs publics. Et enfin, pour vous expliquer ce que nous faisons avec ce sigle imprononçable de la DGITM dans la logistique, ça a été dit tout à l'heure par Anne-Marie Drac. Nous avons notamment réalisé, avec les acteurs, avec la Direction générale des entreprises au ministère de l'économie, la feuille de route, la stratégie nationale de la logistique en décembre 2022, que nous suivons et dont nous rendons compte tous les ans. La dernière échéance était au comité interministériel de la logistique, il y a peu de temps au port de Gennevilliers. Donc, DGITM, on a beaucoup parlé de métamorphose, de changement. Comment vous accompagnez, comment vous projetez, comment vous aidez les acteurs aussi à se projeter, parce que c'est un point absolument essentiel. Alors d'abord, merci beaucoup à Laurence Gaborio d'avoir trouvé ce terme de métamorphose.
il se trouve que moi, j'appartiens à un ministère qui porte ce terme dans son nom, puisque le ministère auquel j'appartiens est celui de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc nous portons une forme de métamorphose. Concernant la logistique, ce que nous faisons pour changer, c'est essentiellement 5 choses. La première chose pour changer, c'est se projeter dans l'avenir. Avec les acteurs de la logistique, nous sommes en train de finaliser, je vois François Teinturier qui est là-bas, une étude partenariale pour comprendre où nous serons en 2030 et en 2050. Ça se fait avec les acteurs de la logistique, extrêmement intéressant. Et les premiers résultats nous montrent que on a déjà des premières surprises. Ouais, nous montrent que nous allons transporter plus, ce qui n'était pas intuitif. 12% en 2030, les chiffres en 2050 ne sont pas encore là. Il faut que François travaille encore un peu. Et nous allons transporter différemment. Moins d'énergie, plus d'industries que nous avons fait revenir sur le territoire national et plus d'économie circulaire. Donc ça, c'est intéressant. Ce que nous faisons ensuite pour changer, c'est que nous innovons. Là aussi, Anne-Marie Drac l'a rappelé tout à l'heure. La troisième relève de l'appel à projet Logistique 4.0 que nous faisons avec l'ADEME. Et puis tout à l'heure, avec l'ADEME, je signerai aussi une convention d'extrême défi dans le secteur de la logistique. Ce que nous faisons, c'est nous accompagnons aussi. On a beaucoup parlé d'électrification des poids lourds. Nous avons des premiers résultats encourageants, mais nous sommes au tout début de la courbe exponentielle. Si on regarde les chiffres, on est vraiment au tout premier pas, aidés par les pouvoirs publics, important. Il va falloir que nous continuions, que nous amplifions ce mouvement et que nous le fassions tout en étant attentifs aux finances publiques, parce que le ministre de l'économie l'a rappelé récemment, il faut être attentif au soutien public. Donc, nous allons probablement là-dessus aussi devoir innover pour continuer à aider l'ensemble des entreprises, les petites, les individuelles, les très grosses que nous avons vues, pour électrifier leur flotte de poids lourds. La quatrième chose que nous faisons, et c'est bien cette année, nous sommes challengés. Cette année, c'est l'année des Jeux Olympiques. Donc nous aussi, je ne dirais pas que ça m'empêche de dormir, parce qu'en fait, quand on n'a pas beaucoup d'heures de sommeil, on dort très très bien. Mais c'est vraiment un sujet de préoccupation majeure et ça nous aide à innover. Par exemple, nous avons créé une start-up d'État qui recense toutes les restrictions de la circulation, les gabarits, les horaires, les tonnages, et qui met à disposition des itinéraires de logiciels l'ensemble des données pour faire en sorte que la logistique du quotidien, parce que c'est très très bien de livrer les javelots en temps et en heure sur le site de compétition, mais nous sommes attentifs à livrer les restaurants, les magasins et les particuliers qui commandent. Donc ça, c'est notre quatrième action. Et puis la dernière action, c'est de travailler ensemble, ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Cet après-midi, par exemple, nos ministres, Christophe Béchu et Patrice Vergrit, vont réunir ce qu'on appelle le comité pour la qualité de l'air en ville. C'est les zones à faible émission, quand on le dit dans l'autre sens. Et sur ces zones à faible émission, la logistique, France Urbaine, l'État ont travaillé ensemble à harmoniser les règles du jeu, qui peuvent varier d'une ville à l'autre, se donner une sorte de cahier des charges commun et dans les années qui viennent, faire de la formation, faire de l'accompagnement pour faire en sorte que la politique mise en place dans chaque ville ait quelques grandes lignes directrices dans lesquelles tout le monde puisse se retrouver. Donc voilà ce que nous faisons au quotidien avec l'ensemble des acteurs que je retrouve ici aujourd'hui. Donc ce dernier point, ça va être une façon de faire que sur les ZFE, ça se passe de manière un peu moins compliquée que ce qu'on a vu ces derniers mois ? Un peu moins compliqué que ce que tout le monde pense. Ça va bien se passer, comme dirait un autre ministre du gouvernement. Bien. Donc, on a vu qu'il y a de nombreux défis. On a entendu aussi Fabrice Bonifay nous dire qu'on n'allait pas assez vite, voire poser la question de savoir si on y allait vraiment. Est-ce que vous pensez qu'on y va vraiment dans ces défis ? Est-ce qu'on se met vraiment dedans ? Moi, je pense qu'on y va vraiment. D'ailleurs, je constate qu'il y a du monde ici. Que le thème de la transformation et de la métamorphose est au cœur de nos échanges. Et puisque Fabrice Bonifay nous invitait à un petit moment culturel à la fin de son propos, je vais essayer de faire aussi bien que lui, en citant l'auteur des Métamorphoses, alors pas Kafka, parce que ça c'est la métamorphose pas sympathique, mais pour nous dire à quel point il faut aller vite, réfléchissons ensemble à cette phrase d'Ovide qui nous disait qu'il n'y a rien qui aille aussi vite que le temps. Donc 2030, ça peut sembler dans très longtemps, mais 2030, en réalité, c'est déjà aujourd'hui. Merci. Donc Johnny et Ovide, je trouve que ça fait des belles conclusions. Vous restez Rodolphe, parce que maintenant, il y a un moment essentiel du SITL qui est
l'inauguration et la coupure du ruban. Donc j'invite les présidents de fédérations qui sont parmi vous à venir sur scène pour participer ensemble à ce moment collectif. Bonjour Denis. Vous allez bien? Bonjour. Alors c'est un métier de couper. Ah, il y en a un or. Ah ouais, prenez celui en or. Ouais, voilà. Ah, je vais en prendre un moi aussi. Clac. Alors où est Marie? Bien, le SITL est maintenant officiellement inauguré et je vous rappelle qu'ici bientôt, il y aura une session sur les risques et la réorganisation de la chaîne de valeur, l'un des thèmes qui a été abordé précédemment. Merci à toutes et à tous.